Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bienvenue, un bon dimanche matin à ceux qui nous rejoignent pour déguster ce matin, vous allez comprendre tout de suite. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera à un vrai problème culturel, celui de la fraise. Oui, en deuxième partie d'émission, on interrogera des producteurs de fraises. La saison a été méga compliquée pour la fraise, où qu'on soit en France, et c'est pas terminé malheureusement, vous le savez, chaque semaine on apprend qu'il y a des difficultés sur un secteur ou un autre de notre agriculture. La fraise a souffert et on le comprendra tout à l'heure en deuxième demi-heure. Pour l'instant, pour une fois que je parle de rugby sur la radio du rugby, je suis bien content. Enfin, je parle de rugby, pas vraiment, mais on va parler avec un rugbyman, mais on va rester quand même dans le sujet qui nous occupe, tout ce qui se mange et tout ce qui se boit. Ça tombe bien, on va déguster ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je reçois ce matin un Montalbanais. C'est comme ça qu'on dit quand on joue à Montauban. Absolument. Mais vous n'êtes pas Montalbanais de naissance, Dan Malafosse. Non. De naissance grenoblois, mais de cœur bréviste. Ah voilà, de cœur bréviste et joueur à Montauban. Avant d'attaquer le sujet qui nous occupe ce matin, à savoir vos activités annexes, parce que voilà un rugbyman, mesdames et messieurs, qui a mis à profit la troisième mi-temps pour en faire un métier. Vous jouez bien les deux déjà, et puis la troisième a pris une importance toute particulière. Absolument, c'est vrai que ça fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui. Oui, on peut le dire, c'est même pratiquement les deux tiers de votre vie, ça s'inverse en fait. Dan Malafosse, vous êtes venu me voir parce que vous êtes à l'origine d'un produit qui fait écho en ce moment dans l'agroalimentaire français, parce que ce sont des box de qualité qui s'appellent la dégustation box. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que j'ai lancé la dégustation box. Dedans, on retrouve des produits qui ont été testés et labellisés lors de sessions de tests Gourmet de France. Vous allez nous expliquer aussi ce que c'est, mais allons. Et donc, cette box, elle est à destination de qui? Alors, elle est à destination de tout le monde, j'ai envie de dire, puisqu'on a un site internet pour tous, mais aujourd'hui, je m'adresse essentiellement, j'ai envie de dire, aux entreprises et aux CE. Et c'est ce qui me prend beaucoup de temps, justement. Bon, alors on se dit, Ferniaud nous parle de rugby, puis tout de suite, ça y est, on est dans une box de dégustation, on n'y comprend rien. Oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas écouté Dan Malafosse. Il est joueur à Montauban, joueur de rugby. Dites-nous un mot déjà de la saison montalbanaise. Comment ça s'est passé? Mais ça s'est plutôt bien passé, on a bien débuté. Alors on était dans le top 6 jusqu'à la fin. On a été décroché sur la fin, sur le sprint final où on a un peu lâché. Et à nous de faire mieux l'année prochaine pour essayer d'être au moment où je vous parle sur les terrains. Ouais, c'est important. Et alors, je disais troisième mi-temps, on le sait, le rugby, ce qui se passe sur le terrain est évidemment de prime importance, mais il y a une ambiance. Il y a quand même on va dire un sentiment de bien vivre autour du rugby qui se prolonge. C'est la fameuse troisième mi-temps et bien au-delà encore. Est-ce qu'on dirait que pour les rugbymen, il y a une qualité de vie particulière autour de la table et des arts de la table? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est pro quand même. Tout ça, c'est plutôt destiné aux partenaires et aux sponsors. Nous, quand même, on se doit d'avoir une certaine éthique et une certaine hygiène de vie si on veut pouvoir durer dans le milieu du sport, parce que c'est quand même très exigeant. Oui, de plus en plus, parce qu'on va dire, il y a 30 ans, dès qu'on sortait du terrain, la diététique, elle était un petit peu laissée de côté. Aujourd'hui, les rugbymen sont des athlètes, donc on déconne pas avec ça. Non, effectivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du sport que je pratique, que l'on parle. Par contre, c'est vrai que plus on monte de niveau et moins on a d'espace ou de temps pour faire ces troisième mi-temps. Puisque de toute façon, il faut assumer le lendemain parce qu'on retourne à l'entraînement. Oui.
Mais vous, Dan Malafosse, la troisième mi-temps, c'est votre vie en fait, hein, parce que vous avez mis ça à profit. Comme je le disais, il faut dire qu'il n'y a pas que la dégustation box. Ce n'est qu'un des aspects du dispositif autour des bons produits, des chefs, des artisans qui font votre vie, et pas seulement votre vie, la vie de votre famille, de vos parents notamment. Ouais, alors c'est exactement ça. C'est vrai que je suis baigné là-dedans. Donc le rugby, on a ça en commun avec mon père, puisque mon père a joué aussi en pro au rugby. Puis après, avec mes parents, on a la culture de la gastronomie étant pas loin de Lyon, avec Grenoble, Bourgoin et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai baigné dans la gastronomie. Mes parents m'ont fait grandir là-dedans. Et en 2011, ils ont décidé de lancer le magazine Gourmet de France. Et depuis 2011, on a cessé de travailler au sein de cet univers gastronomique avec des producteurs, mais pas seulement, aussi avec des chefs et des meilleurs ouvriers de France. Gourmet de France, c'est une émanation donc de vos activités. C'est un magazine qui est promotionnel en fait. Hein. C'est fait pour être la vitrine un peu de vos activités et de l'état de l'agroalimentaire français de qualité. Hein. On va dire plutôt de la cuisine et de l'artisanat. Alors effectivement, Gourmet de France, c'est un magazine qu'on pourrait décomposer en deux parties. La première partie plus sur un aspect beaucoup plus journalistique autour des chefs et des meilleurs ouvriers de France. Et la deuxième partie, tout ce qui est autour des tests Gourmet de France. Ah, c'est ça. Où là, on labellise des produits de producteurs qui font tester à l'aveugle des produits par un jury de chefs, toujours présidé par des têtes d'affiche. Alors, des têtes d'affiche, ça tombe bien parce que j'en ai dégoté un. Figurez-vous, côté sucrerie, côté bec sucré, comme on dit, en région Aquitaine. C'est Pierre Mirgalet qui est avec nous au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Alors Bonjour, Pierre Mirgalet, chocolatier confiseur, autour du allez, on va dire grosso modo pas loin sur le bassin d'Arcachon, quoi, hein, dans ce coin-là, donc d'Aquitaine. Pierre Mirgalet, ex-président justement de ces pâtissiers. Écoutez, Pierre, MOF, je l'ai pas dit encore en plus, donc vous êtes une référence dans le métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre Dan Malafosse sur ses aventures de testing? Parce que vous faites des séances de dégustation toute l'année, en fait, pour le Gourmet de France. Oui, j'ai été plusieurs fois invité et à chaque fois c'est un grand plaisir parce que déjà pour nous c'est aussi notre nourriture. Il faut on échange entre chefs, on découvre des nouveaux produits, donc on se nourrit et ça nous donne aussi des inspirations, nous donne des idées, parfois des petits coups de pied aux fesses aussi, faut connaître. Quand vous dites des petits coups de pied aux fesses, parce que parfois on a des surprises ou parce qu'on est un peu bousculé parfois dans ses certitudes? Parfois, on est un peu, on le sait, hein, on est un peu égocentrique, hein, tous. Oui. Hein, voilà, on pense toujours qu'on est les meilleurs, et donc parfois on goûte un produit que l'on fabrique nous, et puis on se rend compte que oui, ça je l'avais pas eu comme il était, ça c'est bien à faire, voilà, donc ça donne aussi. Ça fait progresser, notre gastronomie et tout ce qu'on aime. Et puis, on se retrouve entre chefs, donc c'est toujours des moments très agréables. Bien sûr. Alors, Dan Malafosse, ces grandes séances de dégustation, ça doit pas être triste, hein, c'est sûr. Comment ça se passe? Vous choisissez une région ou une ville, et puis vous allez déguster les produits du coin, ou au contraire, c'est très ouvert? Alors non, pas du tout. Alors nous, c'est des producteurs qui souhaitent faire tester leurs produits. D'accord, qui s'inscrivent en quelque sorte? Mais alors, qui s'inscrivent, non, c'est plus une démarche de mon père. Ça, c'est le boulot de mon père qui va voir les producteurs et qui essaye de leur proposer de faire labelliser leurs produits parce que aujourd'hui, c'est un signe distinctif de qualité. Qu'on est tous sur de la qualité. Et alors après, par rapport aux régions, c'est surtout, là, du coup, c'est du côté de ma mère. Quelle est l'édition qu'elle souhaite et quel est le corps de métier qu'elle souhaite valoriser. Donc hier, par exemple, c'était... on a fait le test à Toulouse, c'était sur les traiteurs et les meilleurs ouvriers de France. Donc on a fait présider le meilleur ouvrier de France, Mauvigné. Oui, Joël Mauvigné, qui est le président des charcutiers traiteurs, hein, la CNCT. Absolument. Voilà. Et du coup, après, c'est le président du jury qui invite les autres membres du jury. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, et combien il y a de séances par an? On essaye d'en faire entre 4 et 5. D'accord. Avec combien de produits à chaque fois? À chaque fois. Globalement. On est en moyenne entre 10 et 12. D'accord. Voilà. Entre 10 et 12 produits.
Donc moi, à chaque fois, c'est des occasions supplémentaires pour référencer des produits labellisés dans la box. Et la destination de tout ça, c'est d'être dans le magazine Gourmet de France. Vous éditez un guide, vous avez un site. Comment est-ce qu'on peut retrouver en fait ce label ? Alors oui, on a un site de tous les produits qui ont été labellisés par les chefs lors de ces tests. Et on a en plus de ça la possibilité des produits labellisés de les référencer dans les box et donc de les commercialiser pour les producteurs. Et après, chaque producteur qui a fait un test reçoit un certain nombre de magazines pour pouvoir commercialiser avec un support marketing avec l'image des chefs. Bon, alors on va en apprendre un petit peu plus dans le quart d'heure qui vient sur la box elle-même, savoir ce qu'il y a dans la boîte. On dit la box, c'est une boîte, évidemment. Vous n'avez pas compris, c'est que vous parlez vraiment pas anglais et puis que vous n'êtes pas à la page parce que tout le monde parle de box aujourd'hui. On se quitte une minute, on se retrouve tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je fais un marché un peu en Ovalie ce matin avec Dan Malafosse, joueur de l'équipe de Montauban, mais surtout l'initiateur de la box dégustation. Elle porte bien son nom, cette boîte. C'est vrai qu'on va apprendre ce qu'il y a à l'intérieur, un vrai petit coffre au trésor pour les gourmands. Et on est au téléphone avec Pierre Mirgalet, MOF chocolatier confiseur du côté de Gujan-Mestras, là-bas, pas loin du bassin d'Arcachon. Pierre Mirgalet, Dan nous disait donc 400 dégustations par an, des produits. Pour vous, j'ai senti qu'il y avait un côté rendez-vous de famille, en fait, d'aller retrouver vos homologues, qui soient alors souvent des meilleurs ouvriers de France ou des professionnels, pour en fait je dirais faire un peu du jus de cervelle autour des produits, faire du sourcing, aller identifier ce qu'il y a de meilleur en France. Enfin, c'est comme ça que vous le sentez ? Ah, complètement. Voilà. Oui, on déguste une dizaine, entre 10 et 12 produits à chaque fois, mais ça nous permet aussi de parler d'autres produits ou des produits parallèles, on va dire. Et puis des vôtres aussi, oui, de vos productions. D'échanger entre nous, et ça c'est très très intéressant. Et puis on découvre aussi des petites merveilles que, en tout cas, pour la plupart, on n'aurait de toute façon pas été chercher tout seul, ni trouver, parce que on peut pas. Voilà. Donc hier, par exemple, on a dégusté une magnifique pâte un crémeux de citron, en fait. Un crémeux de citron, d'accord. C'est un peu comme une pâte de fruits. Non, plus en fait, c'est pas une confiture, c'est pas une compote, c'est un crémeux, quoi. C'est ce qu'on appelle le lemon curd en Angleterre, c'est une sorte Ouais, c'est ça, mais c'est pas trop, c'est pas sucré, c'est pas. En fait, on a tout le meilleur du citron. Ouais. Et ils ont laissé de côté tout ce qui est... tout ce qu'on voulait pas, les pépins notamment. Dan Malafosse, qu'est-ce qui fait ça, ce fameux crémeux de citron ? Citrons de Menton. Ah bah oui, la maison du citron. Exactement. Qu'on a eu d'ailleurs dans l'émission. Exactement. Avec le citron AOP de Menton. Absolument. Et ça a beaucoup plu à Pierre, effectivement, qu'il a imaginé dans plein de recettes. Ça y est, on est sûr qu'on va le retrouver dans une ganache, d'un des chocolats de Pierre Mirgalet. Il l'a dit hier, la ganache. Avec une pâte d'olive aussi qui était exceptionnelle. Oui, ça on va le retrouver dans les ganaches, et pas que, je pense. Bon, génial. Merci Pierre Mirgalet, dont je signale d'ailleurs que vous ouvrez un nouveau labo là. Vous êtes en train de vous réinstaller, j'ai envie de dire. Oui, on a fait construire un nouveau labo. À la test de bûche. Voilà, on fabrique maintenant notre chocolat de A à Z. Génial. On va chercher les fèves et on les transforme nous-mêmes. Bravo Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ces quelques minutes. C'est toujours un plaisir. On viendra croquer dans vos ganaches bientôt. Merci. Et à très vite. Merci Pierre. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors Dan Malafosse, ça c'était un peu le premier volet. Tout ça, évidemment, l'objet, c'est d'identifier les meilleurs produits, faire du sourcing, comme on dit, de coller dessus votre label, et après, de le glisser dans les boîtes. Alors ces boîtes, qui sont donc des boîtes de produits qui se conservent, parce que elles voyagent en tempéré. C'est pas des produits pasteurisés. Non. Alors on est sur de la stérilisation. Voilà, on est sur de la conserve. On est sur des produits à date de péremption entre 18 et 24 mois et qui craignent pas justement. Ça c'est la loi, parce qu'autrement ça peut rester 10 ans une fois que c'est apertisé. Bien sûr, mais au moins nous quand c'est quand il y a la date de péremption, au moins ça nous oblige à les vendre.
Absolument, et à tourner un petit peu, hein, sinon les gens garderaient ça dans la boîte sous le lit. Eh bien écoutez, comme je sais que vous faites appel au meilleur, et autant en salé qu'en sucré, on a eu la partie sucrée, on va s'intéresser un petit peu au salé. Vous le disiez, vous êtes assez fan de Lyon, vivant la moitié du temps à Lyon d'ailleurs, hein, ou enfin en tout cas dans les parages. J'ai appelé une figure lyonnaise, restaurateur dans ces fameux bouchons lyonnais, c'est Joseph Viola. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour à tous. Un très bon dimanche matin, Joseph, qui doit être en train déjà de préparer le déjeuner. Il a sûrement fait le marché, il a été chercher les cardans, hein, comme on dit dans le coin. Joseph Viola. Alors, Joseph, je sais que vous êtes présent dans la boxe du premier jour. Vous avez suivi cette initiative. Racontez-nous ce que vous préparez ou vous faites préparer et qu'on retrouve dans la boxe sous votre nom. Alors nous, ce qui est génial avec Dan, c'est que déjà c'est quelqu'un qui est hyper dynamique et là on a vraiment la perle. Bon, ça c'est bien. Déjà, puis il faut bien. C'est déjà pas mal. Hein, combien vous mesurez, Dan? 1,96. 1,96 pour combien de kilos? 120. On a senti qu'on avait envie d'être gentil avec lui, c'est ça, hein, Joseph? Je cherche jamais, hein, je te rassure. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait principalement des terrines. Ouais. De toute variété, que ce soit du gibier, que ce soit des terrines à base de porc, de volaille. On fait également quelques sauces comme la sauce Nantua, des quenelles. C'est bien ça. On sait faire ça aussi. Hein. Il paraît, hein, dans les bouchons. On fait également du grado, donc des identités de recettes bien lyonnaises, bien marquées Daniel et Denise. Donc, le nom du bouchon, je ne l'ai pas signalé. Et on fait également, de la pâte à tartiner à la praline. À la praline rose. Praline, bien sûr. Saint-Genis, la fameuse praline de Saint-Genis. Donc, on essaye de mettre toujours en avant nos beaux produits que nous fabriquons. Alors forcément, on ne fait pas tout sur place, puisqu'on prend un faiseur pour avoir des normes d'hygiène optimales. Et effectivement, comme tu le disais un peu plus tôt, péremption 2 ans, longue, 4 mois, très longue. Ouais, mais on espère que ça a été mangé avant d'arriver à la date de péremption, sinon ce serait un peu bête. Hein. C'est très souvent mangé avant. Très souvent mangé avant. Dites-moi, parlez-moi de ces box. Grosso modo, ça représente combien de produits à l'intérieur d'une box? Il y a toujours du vin avec ou... Alors non, puisqu'aujourd'hui on fait des box sur mesure. Comme je le disais, il y a beaucoup pour tout ce qui est événement d'entreprise, donc ça peut être les CE les comités entreprises, il y a les CE, les cadeaux et les événements. Les événements, donc une inauguration, un challenge commercial, enfin tout type d'événement où on peut être présent en faisant des box sur mesure, des remerciements collaborateurs ou clients tout simplement. Et donc dedans il y a des produits. Alors il y a souvent une bouteille de vin ou deux. Plus des mets solides avec une petite douceur à la fin. C'est ça, donc il y a toujours un mix salé sucré. Hein, alors, dans 90% du temps, oui. Après, on s'adapte aussi on fait des box VG, on fait des box... Des box VG avec des pickles. On est en train de travailler avec un MOF, Eric, pour faire du pickles, effectivement. Mais on est surtout on s'adapte. On est beaucoup sur du sur-mesure, donc on fait des box 100% poisson, on fait des box très terroir, on fait des box... Mais ça veut dire que vous avez un entrepôt avec tous les produits, que vous faites du picking, vous remplissez les box vous-même? Alors, on s'est staffé. Jusqu'à l'année dernière, on faisait tout nous-mêmes avec mes parents et mon épouse. Et au vu du succès, on a été obligé de se staffer parce que moi, je pouvais pas en faire plus. Alors se staffer, pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais lui il est rugbyman donc c'est normal, se staffer ça veut dire s'équiper en personnel. Effectivement, donc on a un partenariat avec un logisticien qui nous fait tout le stockage et la logistique, ce qui nous permet moi de faire toutes les box sur mesure et d'envoyer après les commandes et ça marche l'expédition. Mais aujourd'hui ça marche vraiment bien par rapport à la durée du lancement, puisque ça fait que 3 ans qu'on est lancé et on a déjà des beaux retours. Bon, des beaux retours et un suivi sur l'année. Bon, je suppose qu'il y a évidemment la période des fêtes, de Noël, etc. est une période forte parce qu'il y a du cadeau. Mais sur l'année, vous arrivez à lisser un peu cet envoi de box? Alors aujourd'hui, c'est mon objectif prioritaire pour éviter ce côté ultra chargé pour Noël.
Pour tout le monde, finalement. Alors aujourd'hui, j'en suis pas encore à ce stade-là. C'est tout mon travail de l'année et à expliquer aux entreprises qu'on peut être là à tout type et à tout moment. Mais pour l'instant, pour être tout à fait honnête, ça reste un objectif. Bon, avec l'objectif développement d'une box vegan même peut-être, pour vendre à la mairie de Grenoble par exemple, pour les événements. Un peu partout en fait, parce qu'on se rend compte que... Monsieur Piolle, je suis sûr qu'il serait sensible à ça pour ces fêtes de fin d'année. Mais c'est sûr, c'est sûr. Du foie gras végétal, Joseph Viola. Ouais, c'est super. No comment, comme on dit. Voilà, no comment. Joseph, vous, ça vous donne envie aussi de développer un peu des nouvelles recettes. Je suppose que Dan, il vous pousse pas trop à la roue parce que vous êtes créatif. Oui, alors Dan nous pousse, mais j'ai également ma fille Julia qui s'occupe un peu plus donc dans ce domaine-là et qui s'en occupe bien. Donc elle me dit faut faire des nouvelles recettes parce que là Dan il est en train de vouloir des nouvelles recettes. Il gratte donc, du sabot, quoi. Il a envie que ça avance, quoi. Donc, on est en train de faire des essais pour que ça puisse sortir correctement, parce que une recette, quand on fait dans une casserole, tout se passe bien. Quand on mange en direct, tout se passe bien. Mais après, quand cette recette subit une haute température, la stérilisation, les produits se modifient. Et c'est là que ça devient plus complexe pour nous. Bien sûr. C'est mon job. C'est mon job que je fais et que on va sortir du nouveau produit. Ça, oui, c'est sûr que pour les terrines pas trop, parce qu'on sait bien qu'un plateau, une terrine, une rillette, ça supporte la stérilisation et la conserve. Mais quand on a des produits, par exemple, vous me parliez des quenelles et de la sauce Nantua, il y a une transformation organoleptique évidemment avec des cuissons haute température longue. Complètement. Et ce qui est génial, là on parle donc de quenelles, j'ai pratiquement le même résultat que si on le faisait en direct. Mais non. Si. Fait dans votre cuisine, c'est aussi bien fait que dans votre cuisine au dernier moment. C'est aussi bien. Alors après, comme je dis à chaque fois, il faut savoir réchauffer, mais donc on donne des indications naturellement. Mais vraiment, c'est un joli produit. Chez nous, c'est le produit qui marche le mieux. Ah, génial. Je suis content. Chez vous aussi, Dan, c'est un best-seller? Nous, on est plus sur la terrine de veau à la truffe noire. Oui, ça y est, ça m'a ouvert l'appétit, moi, dont le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner encore loin. Écoutez, entre les deux, voilà, et je vois que vous êtes venus les mains vides, Dan, ça, je vous en veux. Je pensais que j'aurais ma box, mais elle est cachée. Merci beaucoup, Joseph Viola. Je vous souhaite un bon déjeuner et puis à très bientôt. J'aime bien vous avoir dans l'émission, peut-être pendant l'été, dans les routes de l'été. Et merci Dan Malafosse d'être venu me voir ce matin. Merci beaucoup. Et je souhaite longue vie à votre dégustation box, évidemment, pour ceux que ça intéresse, ils vont directement sur le web et puis sur le site de la dégustation box. Comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, la dégustation box. Et puis là, vous êtes en vacances un petit peu de rugby, alors comme ça, c'est pour ça que je vois qu'il n'y a aucun bobo, aucun bleu, aucun rien. Là, vous êtes nickel. Là, je suis frais. Frais comme un gardon jusqu'à la rentrée prochaine. Allez, un très bel été à vous. Merci. Et puis longue vie à votre box. Allez, on se retrouve dans quelques minutes et on va parler de fraises. Et là, la saison est compliquée. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On continue notre marché, un produit que l'on trouve, est-ce qu'on va continuer de le trouver, j'espère, en tout cas, c'est la fraise, c'est un marqueur important du printemps. Et pourtant, mes amis, la vie de nos agriculteurs, de nos maraîchers et de producteurs de différents fruits n'est pas toujours rose, vous le savez, au gré des conditions climatiques, du réchauffement notamment, du stress hydrique quand il ne pleut pas assez, ou même de la grêle parfois. Ils sont pas toujours à la fête, nos producteurs, croyez-moi. Et la fraise, c'était compliqué cette année. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, j'ai fait appel à un spécialiste ce matin. Je suis avec Éric Bassaget au téléphone. Bonjour Éric. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Ça va Éric. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Alors Éric, vous êtes acheteur, c'est votre métier, vous êtes acheteur chez Métro. Et alors chez Métro, ils vous surnomment Monsieur Fraise. D'où ça vous vient ? Pourquoi est-ce que vous êtes identifié comme le spécialiste de la fraise ?
Parce que ça fait quelques années que je gère ce produit, notamment les baies, enfin tous les petits fruits rouges, hein, les fraises, les framboises et autres. Les baies, c'est beau. Depuis quelques années, voilà, toutes les petites baies qui décorent nos assiettes et les assiettes de nos clients restaurateurs et boulangers pâtissiers. Ouais. Et voilà, donc après pas mal d'années d'expérience, voilà, je suis devenu un peu le monsieur fraise de l'entreprise. Vous êtes le petit Charlotte à la fraise de chez Métro. Alors, Éric Bassaget, ce que j'ai pas dit, c'est que votre métier d'acheteur, ça consiste évidemment à faire le lien entre les différents producteurs, et il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de terroirs à fraises en France, et la vente finale à destination de la restauration notamment, par Métro. Vous passez votre année à ça, ou vous avez des périodes creuses en hiver où évidemment on trouve moins de petits fruits rouges? C'est vrai, oui, les périodes creuses, elles existent, mais en même temps elles servent à préparer les campagnes. Ouais. De la production française, car c'est une préparation qui se fait longtemps en amont. Ah oui, j'imagine. Donc pour organiser les productions, les plantations, l'estimation des volumes, parce que la fraise représente un très très gros volume chez nous. Ah oui. Nos clients boulangers pâtissiers notamment. Ah bah oui, j'ai parlé de la restauration, mais c'est les boulangers pâtissiers aussi. Les boulangers pâtissiers qui sont les premiers clients chez nous dans cette gamme de fruits. Oui. Donc préparer les campagnes en amont, organiser, préparer les variétés. Même imaginer, comme on a fait cette année, de nouvelles variétés qu'on met en production en exclusivité avec des producteurs partenaires, car la plupart de tous nos fournisseurs, tous nos producteurs sont partenaires et on travaille avec eux depuis de très longues années. Et on essaie avec eux d'avancer sur le thème des variétés nouvelles, gustatives, et de mettre en place de nouvelles variétés pour justement essayer de s'améliorer en permanence. Ça veut dire des variétés qui vous appartiennent, en quelque sorte, vous avez un monopole sur certaines variétés? Cette année, justement, c'est une nouveauté. On a lancé une variété qui s'appelle la fraise Demoiselle. Oui. C'est une nouvelle variété pour laquelle nous avons l'exclusivité. Génial. Qui nous a été proposée il y a quelques années par notre planteur et que nous avons lancé à notre marque. Donc vous achetez les droits, quoi. Vous achetez les droits sur un fruit. Voilà, en fait, on a acheté ces plants et on les a mis en production chez 4 producteurs avec qui on travaille en partenariat depuis pas mal d'années. On a commencé il y a 2-3 ans en toute petite quantité pour tester cette variété. Et comme elle était concluante, on a lancé un peu plus de volume cette année. On espère enfoncer le clou l'année prochaine avec encore plus de volume. Et les premiers retours qu'on a de nos clients restaurateurs sont très bons. Très encourageants. Si on voit Demoiselle, on saura que c'est vous, qu'elle est passée entre vos mains, que vous avez été un peu l'accoucheur et la nounou de cette fraise, Éric Bassaget. Alors, évidemment, il serait illusoire de penser que toute la fraise que vous vendez chez Métro est française, hein, parce qu'on est obligé d'avoir un gros marché avec l'Espagne notamment, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas, parce que ce sont des gros producteurs. Pourtant, vous avez vu une évolution quand même depuis quelques années. Les clients demandent de plus en plus à être locavores, à acheter de la fraise de France. Ah oui, tout à fait. Nous, déjà, l'origine France est une priorité chez nous. Dès que la saison démarre, on met la ligne en place et puis on suit nos producteurs. On a aussi beaucoup de producteurs qui travaillent en local, puisque le local est très développé chez nous. Hein. Oui, c'est ça, des accords locaux pour vos différentes halles. Oui. Exactement, on a des producteurs qui sont à proximité et qui les livrent le jour même, la récolte qu'ils ont fait le matin. Oui. Donc ça, on a énormément de petits producteurs locaux dans tous les bassins de production. Et après, des producteurs indépendants qui livrent sur les 4 plateformes de France pour après relivrer nos entrepôts. Et la fraise française représente quand même plus de la moitié de nos ventes en fraise. Oui. Bon, ça me rassure dans un sens, hein, parce qu'évidemment que quand elle est cueillie pas trop loin, elle est meilleure, hein, parce que souvent, c'est souvent le temps entre la cueillette et la mise à disposition du client final qui pose problème, parce qu'on est forcé de la cueillir avant maturité pour qu'elle finisse de mourir dans les camions, donc c'est dommage. Qu'elle se conserve un peu plus longtemps, mais c'est au détriment de la qualité gustative, souvent. Évidemment, malgré toutes les bonnes intentions que vous avez, Éric Bassaget, monsieur Fraise, je le rappelle, le producteur de fraises est dépendant des conditions climatiques. Alors évidemment le réchauffement climatique, hein, simplement. Et j'ai passé un coup de fil à quelqu'un avec qui vous travaillez toute l'année. C'est Stéphane Pozobon qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Monsieur Pozobon, producteur de fraises dans le Lot-et-Garonne, hein? C'est ça, tout à fait. Qui est un terroir important, hein. C'est un bassin de production important pour la fraise, hein, le Lot-et-Garonne.
Oui. C'est un des premiers. C'est le premier département producteur de fraises. Voilà. Et alors, je le disais en préliminaire, année compliquée. Pouvez nous dire, en fait, vous avez une succession. Bon, évidemment, tout le monde pense aux conditions de chaleur, hein, mais ça a commencé bien avant. Ça a commencé déjà pendant l'hiver. C'était déjà compliqué pour vous. Oui, ça a été très compliqué à partir du mois de décembre et de janvier, puisqu'on n'a pas eu du tout de lumière sur ces 2 mois-là. De lumière. Donc, oui, l'assimilation chlorophyllienne, parce qu'on pense toujours au fruit final, mais d'abord la fraise c'est un plant, hein, c'est un plant de feuilles, et il faut du soleil déjà, il faut de la lumière, du soleil pour que ça pousse correctement. Voilà, donc pour pouvoir, il y a 2 phases, une phase végétative. C'est que d'abord on fait une plante, bien sûr, avant qu'elle s'exprime en fleurs et en fruits. Oui. Et donc cette première phase là a été très très compliquée. On n'a pas eu de lumière et on a eu quand même des températures relativement douces. Oui. Donc de la douceur, sans lumière, les plantes ont végété. Et puis au premier rayon de soleil, les plantes étaient déjà fatiguées. Et on est passé de l'hiver à l'été. Toutes les régions sans transition, quoi, hein, parce que le mois de mai a été le plus chaud connu de mémoire d'homme. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc on est passé de l'hiver à l'été. Les plantes, elles ont tout donné d'un coup. Toutes les régions de production sont arrivées ensemble, voilà, donc sur abondance de produits. Et donc un marché engorgé, en quelque sorte. Voilà, marché à saturation. Voilà, c'est une très très mauvaise année pour nous producteurs. Aïe. Éric Bassaget, vous le sentez, hein, évidemment, puisque vous êtes le réceptacle, hein, l'entonnoir par lequel passent toutes ces fraises. Il y a eu comme tout d'un coup un afflux qui était beaucoup trop important. Ça a dû faire s'effondrer le cours de la fraise. Tout à fait, les cours s'effondraient. Le problème, c'est qu'après, il y a un niveau de prix où malheureusement, on ne peut pas démultiplier les ventes. Hein. Il y a un moment où la consommation ne peut pas absorber toute la production. Bah oui, on ne va pas manger double de fraises et pourtant ils s'en mangent des fraises au mois de mai. Oui, tout le monde les attend. Ils s'en consomment. Mais bon, c'est vrai que les producteurs ont été mis à mal par la météo qui a été particulièrement défavorable. Oui. Et malgré toutes les opérations, toutes les mises en avant qu'on a pu faire, c'est vrai que ça a été compliqué. Voilà, mais bon, on a vendu quand même pas mal de fraises, mais j'imagine. C'est compliqué pour eux, oui, c'est clair. Mais à un moment donné, on n'a pas envie non plus qu'il y ait de la sous-production parce que il faut soutenir le cours aussi. Hein. S'il y a trop de fraises, le cours s'effondre et après on vit plus de sa production. Stéphane Pozzobon, du coup, ça a été un combat, mais j'imagine que, je dirais que ma réaction de consommateur, c'est de me dire, il a été inventé des procédés pour pallier ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fait des conserves, par exemple, des confitures ou des purées de fruits ou simplement les passer en pâtisserie. Vous ne vendez pas à l'industrie de la confiture, par exemple, ou de la confiserie? Non, malheureusement non, parce que le marché n'a pas été établi, on va dire établi. Est-ce que vous êtes en train de me dire à mi-mot, parce que vous voulez vous fâcher avec personne, mais moi je peux le dire, c'est que les gros confituriers, ils achètent de la fraise d'Espagne parce qu'elle est moins chère, quoi, grosso modo. Hein. Ou de Pologne. Ou de Pologne. Voilà. Alors là, je sais même pas le goût que ça. Voilà, donc on peut le dire. Aujourd'hui, moi, pour ramasser 1 kilo de fraises, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ouais. Pour ramasser 1 kilo de fraises, ça me coûte 1,50 €. Ah oui, d'accord, de main-d'œuvre. De main-d'œuvre. De main-d'œuvre pour ramasser. Juste pour ramasser. Juste pour ramasser, c'est 1,50 €. Auquel vous en rajoutez l'emballage, puis le transport pour arriver donc chez Eric. Oui. Et donc vous voyez que quand même. Mais vous avez réussi à. Il s'est vendu de la fraise en dessous de l'entrepôt de production. Ah oui, vous voulez dire que vous avez fait du dumping fraisier?
Là, cette année. Ah, mais non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. Hein, parce que, comme le disait Eric tout à l'heure, vous avez des accords à long terme. Et du coup, c'est difficile de trouver une souplesse. Vous êtes forcé de fournir et de fournir quand même à ce prix-là. D'ailleurs, Eric, de l'autre côté, Eric Bassaget, vous avez des cours inférieurs limités. Enfin, je veux dire, vous pouvez peut-être pas descendre au-dessous d'un certain prix. Non, ce qu'on essaie de faire par contre, c'est qu'avec le partenariat qu'on a établi avec tous nos producteurs, on essaie de ne pas descendre en dessous de certains prix ou de ne pas se laisser bercer par les sirènes de quelques opérateurs qui peuvent faire des prix complètement dément. Voilà, on essaie de travailler un partenariat, découler la marchandise à un prix correct pour toute la filière et on n'hésite pas non plus à mettre des prix de vente dans nos entrepôts qui soient vraiment attractifs et qui permettent de développer les ventes. Ah oui, que tout le monde s'en sorte, quoi. Tout à fait. Ouais. Un dernier mot, Stéphane Pozzobon. J'ai l'impression en plus que du coup cet afflux de fraises, cette maturité qui arrivait super vite avec la chaleur, fait que du coup la saison a été assez courte. Elle est ramassée sur le mois de mai. On est presque déjà en fin de saison des fraises précoces, c'est-à-dire Gariguette et les fraises longues. Oui. Et puis même une grosse partie de fraises rondes. Ouais. Où c'est que, la saison est bien avancée en termes de volume. Et les plantes ont tellement souffert de la chaleur qu'on a du mal qu'elles ont du mal à reprendre de vigueur, quoi. Voilà, on attend les remontantes, mais il y a quand même un creux de la vague, du coup. On a eu trop de fraises et puis on va en manquer un petit peu jusqu'à la nouvelle vague. Tout à fait. On va dire sur les 3 premières semaines de juin, on est au creux de la vague. Voilà, au creux de la vague. Écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, en espérant que vous vous en sortirez et que la saison qui nous attend sera meilleure pour les fraises. Je vais vous laisser vous remercier, Stéphane Pozzobon. Dans le quart d'heure qui suit, on aura Xavier Mas avec nous, qui est le président de Fraises de France. On va essayer quand même de tirer un enseignement et de trouver des solutions et de vous inciter à manger des fraises. Restez avec nous, Eric Bassaget. Merci, messieurs. Allez, on se quitte une minute et on se retrouve immédiatement. Merci. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, on continue de faire le marché, un marché de petits fruits rouges, même carrément dans la fraise, si vous voulez savoir. C'est tellement un marqueur de ce mois de mai qui vient de se terminer, mais bon, ça, heureusement, il va y en avoir encore au cours de l'été, parce que l'été avance et les variétés changent, mais la fraise est toujours là, mais on l'attend tellement au printemps. Et je vous rappelle qu'on est au printemps jusqu'au 21 juin. Hein. Donc, n'approchons pas trop vite de l'été. Alors, en ligne avec nous, Eric Bassaget, qui est acheteur pour Métro, spécialiste des fraises. Voilà, c'est un acheteur de fruits, mais spécialiste des fraises et des fruits rouges. Et j'ai également en ligne avec nous Xavier Mas, qui est le président des Fraises de France, l'AOPN Fraises de France. Bonjour Xavier Mas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On était à l'instant avec un de vos... Parce que vous êtes président de Fraises de France, mais vous êtes vous-même fraisiculteur, hein, enfin en tout cas producteur de fruits et notamment de la fraise. Vous pouvez nous rappeler où d'ailleurs? Parce que vous n'êtes pas très loin de notre interlocuteur précédent. Oui, bien sûr. Je suis avant tout d'ailleurs producteur de fraises. Bah oui. Je suis producteur en Lot-et-Garonne. C'est ça. Petit village qui s'appelle Saint-Sardos. Oui, parce qu'on était juste avant avec Stéphane Pozzobon, qui est lui aussi en Lot-et-Garonne et producteur de fraises, qui nous disait toutes les difficultés de la saison. On relayait simplement ce sentiment des vicissitudes de cette instabilité climatique que l'on connaît depuis quelques années et qui va malheureusement qu'en s'empirant. Donc on disait la difficulté de cette saison de la fraise. Je sais, Xavier Mas, bon, on est un peu franco-français surtout sur la fraise, hein, parce que Fraises de France, c'est important, mais je crois que vous avez rencontré cette semaine vos homologues européens, vous avez fait un petit saut de puce au Portugal. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé en Europe? Est-ce que le problème de la fraise, il est européen ou est-ce qu'il est vraiment franco-français avec notre climat à nous? Le problème de la fraise, il est quand même européen. Ouais. Effectivement, cette année, avec une climatologie qui a été quand même très particulière cette année. Un contexte économique qu'on connaît tous, hein, avec
les désordres et les déséquilibres qu'on a pu voir apparaître avec notamment la guerre en Ukraine, hein, qui a eu des incidences sur tous les secteurs économiques, quels qu'ils soient. Donc effectivement, ces deux choses cumulées font que cette année, le marché de la fraise a été quand même extrêmement compliqué. Ouais. Et puis en sortant de 2 années de Covid pas simples, pas que les gens ne mangent pas de fraises quand l'épidémie sévit, mais simplement que les marchés étaient compliqués, hein, avec des fermetures, la fermeture des marchés à un moment donné, la difficulté d'approvisionnement, le prix évidemment du pétrole qui est en pleine hausse et qui fait avec la guerre de l'Ukraine que le transport, la logistique a pris du coup une importance énorme. C'est pas la fête, hein, pour les producteurs de fraises. Effectivement, c'est pas la fête. Globalement, entre les difficultés climatologiques et la hausse du coût des intrants, globalement, les marges se sont considérablement réduites, on va dire. Et donc, on risque d'avoir un nombre d'entreprises qui risquent de finir la saison en difficulté. Oui. Ah, zut. Mais pourtant, cette fraise, je veux dire, c'est un marqueur tel du printemps. Les Français, ils adorent leur fraise, ils l'attendent, ils l'espèrent, ils s'en gavent littéralement pendant le mois de mai, le mois de juin, et puis évidemment, ça va durer sur l'été. Ça ne suffit pas à éponger la production et à trouver ce petit surcroît de marge que les Français vous accorderaient volontiers? Ils nous l'accordent volontiers, simplement, si vous voulez, on a eu un effet ciseau qui a été quand même assez terrible cette année avec un retard de production de nos homologues espagnols, dû à une météorologie qui était assez compliquée en début d'année chez eux. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés un peu plus tard sur le marché. Hein. Du coup, il y a eu une tension sur le marché français, quoi. Et nous, on a eu un printemps qui a été plutôt sec et plutôt doux, quoi. Hormis l'épisode de gel qu'on a connu bien sûr. tout début avril. Mais après, globalement, les températures, et on le ressent depuis début mai, hein, des températures extrêmement douces, voire chaudes, qui ont accéléré la maturité, ce qui veut dire que globalement, on a eu un afflux de marchandises à un moment donné sur le marché français. Tout en même temps, quoi. Tout en même temps, ça s'est pas étagé. Oui, tout à fait. Et même sur les producteurs français, on a habituellement, ils se produisent de la fraise partout, sur tout le territoire national en France. Et on a eu globalement l'ensemble des bassins de production qui sont arrivés à peu près en même temps sur le mois de mai, ce qui fait que, alors qu'habituellement c'est plutôt graduel et chaque bassin trouve sa place à un moment donné dans la saison. Voilà. Mais Xavier Mas, on a le sentiment, enfin ce que disait votre confrère Stéphane Pozzobon, que là il y a une sorte de creux de la vague, comme si tout était arrivé en même temps trop vite, hein, les fraises précoces, et que là on a un petit manque jusqu'aux remontantes, quoi, enfin jusqu'aux variétés d'été. C'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez, là depuis la fin de la semaine dernière, on a effectivement un creux de production, mais qui est la conséquence effectivement de ce qu'on a connu auparavant. C'est-à-dire qu'on a des bassins de production comme le centre Val-de-Loire, le nord, l'est du pays, qui est traditionnellement arrivés maintenant à cette période-ci, et qui ont été beaucoup plus précoces, et donc qui sont arrivés 15 jours avant, et qui ne sont plus présents ou peu présents maintenant. Donc voilà, on est là, c'est le contre-coup en définitive de l'arrivée précoce des fraises, et on a des variétés remontantes, ce qu'on appelle les variétés remontantes, c'est essentiellement la Charlotte, la Marais-des-Bois, qui tardent un petit peu à arriver, qui vont arriver dans les jours qui arrivent là, mais voilà, donc on est dans un trou de production. Du coup, ça va redonner envie aux Français, quoi. S'ils en manquent un petit peu, ils vont avoir à nouveau envie d'en consommer, j'espère, du moins. Vous, Éric Bassaget, dont je rappelle que vous êtes acheteur chez Métro sur la plateforme de Rungis, hein, qui est évidemment la plateforme des fruits et légumes qu'on connaît. Vous sentez que il y a eu un trop plein? Enfin, vous êtes près des acheteurs, hein. Vous sentez qu'il y a un trop plein? Il y a eu une désaffection à un moment donné? Le problème, c'était surtout la surproduction, et comme disait M. Mas, de toutes les zones de production française qui sont arrivées en même temps. Tout en même temps, quoi, dans l'entonnoir. Un afflux de marchandises que la consommation française n'est pas forcément capable d'accepter, quoi. Donc du coup, ça a provoqué vraiment un gros volume et une baisse des cours. Et même si les ventes étaient
était, j'allais dire, correcte à notre niveau, malgré tout, ça ne permettait pas d'absorber les volumes présents, quoi. Mais Eric, la fraise française, bon, elle est toujours un petit peu plus chère que la fraise espagnole, par exemple, parce que effectivement, peut-être la main d'œuvre, peut-être aussi le fait qu'on apporte plus de soins. Est-ce que vous sentez quand même que il y a, enfin, vous disiez, vous vendez plus de moitié de fraises françaises dans vos halles. Pour autant, la consommation française, il y a ce surcoût, ils sont prêts à le payer, les gens, pour avoir la qualité des fraises de France. Ah oui, tout à fait. Nos clients, en tout cas nos clients boulangers, pâtissiers, oui, qui sont des intermédiaires, bien sûr, sont vraiment prêts à payer et à accepter un surcoût pour acheter de la fraise française. Parce qu'elles sont sucrées et parfumées. Voilà, on est sûr de ne pas trouver du navet, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est vrai que chez nous, on est un petit peu plus axé sur des variétés allongées, style gariguette ou gariguette. Ah oui, les précoces, quoi. La ronde qui a été un peu le problème aussi, le plus accentué dans le marché français. Ah oui. Un peu moins oui, mais des ventes, voilà. Il faut dire qu'on vend encore énormément de cléric et pas une fraise absolument géniale. Mais les obtenteurs travaillent énormément aussi sur des nouvelles variétés de fraises. Xavier Mas, je ne sais pas combien il y a de variétés aujourd'hui qui sont sur les terroirs de France, mais il y en a un paquet, même en fraises rondes, nouvelle manière, on va dire. Oui, tout à fait. Il y en a un paquet. Maintenant, majoritairement, dans la production française, vous allez trouver 4-5 variétés qui vont représenter 60 à 70% des volumes quand même. Donc, on a axé notre stratégie de production sur la différenciation par rapport aux produits d'importation, notamment avec gariguette. Elle a été citée, bien sûr. On peut citer également sifflorette, Marat des Bois, Charlotte. Donc, ce sont des variétés qui amènent quand même un réel une plus-value, une plus-value gustative. Ouais, bien sûr. Qui nous permet effectivement de nous différencier par rapport aux produits d'importation. Bon, merci beaucoup, messieurs. Éric Bassaget, Xavier Mas, d'avoir été avec moi ce matin. On ne peut qu'inciter les Français à faire du fraisier et à manger des fraises. Il suffit d'avoir une bonne crème fraîche, c'est pas très compliqué. Un petit peu de gomme, mais même nature, c'est absolument merveilleux. Les très bonnes fraises françaises se mangent nature. Merci, messieurs. Voilà, mes amis. Tout ça se termine. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure pour une émission entièrement comestible, comme d'habitude. Après le journal, ça sera en toute vérité d'Alexandre Devecchio. Et puis on retrouvera C'est ça la France de Nathalie Schran-Guirma. Allez, à dimanche prochain pour faire le marché ensemble. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.